Le notaire ouvrit l'enveloppe scellée, et lorsqu'il lut le premier paragraphe à voix haute, les trois héritiers se figèrent, car le nom qui apparaissait là n'était celui d'aucun d'eux. C'était celui de Gisèle, la femme de ménage qu'il venait d'humilier. Cette même femme noire et corpulente de 69 ans, qu'à peine 1 heure auparavant, ils avaient traité comme un déchet. Cette même femme à qui ils avaient ordonné de ramasser ses affaires dans des sacs poubelles noirs. Cette même femme dont la montre ancienne de famille, un cadeau de Monsieur Pierre, Antoine avait jeté au sol et piétiné avec ses chaussures italiennes à 1 000 €. Maintenant, son nom était là, dans le testament. Et ceux qui allaient suivre allaient détruire tout ce que les héritiers croyaient être à eux. Je m'appelle Gisèle, mais tout le monde m'appelait simplement J, pendant 45 ans. Ces 2 lettres ont été tout ce dont j'avais besoin. J, viens ici. J, prépare le café noir. J, les enfants ont faim. J, Monsieur Pierre a besoin de ses médicaments. Et J, comme si mon nom complet était trop long à prononcer. Comme si j'étais trop insignifiante pour mériter plus que 2 lettres. Mais Monsieur Pierre, lui, ne m'a jamais appelé ainsi. Dès le premier jour, il y a 45 ans, il m'a appelé par mon nom complet, Gisèle. Il le prononçait lentement, comme si chaque syllabe méritait son propre instant, comme si mon nom était quelque chose de précieux qu'il fallait manier avec soin. Et maintenant, Monsieur Pierre était mort, et j'étais seul dans un monde qui ne m'avait jamais aimé. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. C'était en 1979, lorsque je suis arrivé à l'hôtel particulier de la famille Almeida, de la famille Dubois. J'avais 24 ans. J'étais jeune, effrayé, et je venais d'arriver de la province profonde avec une valise en carton et 200 € que ma mère avait économisés pendant 5 ans pour me donner une chance dans la grande ville. L'annonce dans le journal disait simplement « Cherche employé de maison, bonne paix, s'adresser à Monsieur Pierre Dubois ». Elle ne mentionnait pas que la maison était un hôtel particulier de 3 étages avec jardin et piscine. Elle ne mentionnait pas que Monsieur Pierre était propriétaire de 2 supermarchés et était en passe de construire un empire. Elle ne mentionnait pas que ce travail allait devenir ma vie entière. Je me souviens du jour de l'entretien comme si c'était hier. Monsieur Pierre avait 37 ans à l'époque, grand, mince, avec des yeux qui semblaient voir au-delà de ce que les gens montraient. Sa femme, Madame Chantal, était assise à ses côtés, avec un bébé dans les bras et un autre enfant de 3 ans courant dans le salon. Ce bébé, c'était Étienne. Ce même Étienne qui, 45 ans plus tard, m'ordonnerait de quitter la maison dans les 24 heures. Mais à ce moment-là, Étienne n'était qu'un bébé avec des yeux curieux qui me regardait depuis les bras de sa mère. « Vous n'avez pas d'expérience, » dit Madame Chantal, en regardant ma candidature avec méfiance. « Vous n'avez jamais travaillé dans une maison comme celle-ci. C'est vrai, admis-je. Mais j'apprends vite, et je travaille dur, plus dur que quiconque vous ayez jamais connu. » Monsieur Pierre me regarda pendant un long moment, puis il sourit. « Vous êtes embauché, dit-il. » Madame Chantal le regarda surprise. « Pierre, nous ne l'avons même pas interrogé correctement. »« Je n'ai pas besoin de l'interroger, » répondit Monsieur Pierre. « J'ai vu ses mains. Ses mains sont pleines de callosité. Ce sont des mains qui connaissent le travail. Ce sont des mains auxquelles je peux faire confiance. Et c'est ainsi que tout a commencé. 45 ans. Il est difficile d'expliquer ce que signifie 45 ans de votre vie dans un seul endroit. J'ai vu naître Sophie. Je l'ai tenue dans mes bras alors qu'elle n'avait que quelques heures de vie parce que Madame Chantal était trop épuisée pour la porter. J'ai vu naître Antoine. C'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital dans mes propres bras lorsqu'il a eu sa première convulsion fébrile à 2 ans.
parce que le chauffeur n'arrivait pas et qu'il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai vu Étienne faire ses premiers pas. J'ai vu Sophie perdre sa première dent. J'ai vu Antoine apprendre à faire du vélo dans le jardin, tombant encore et encore jusqu'à ce qu'il y parvienne enfin. Je les ai vus grandir, je les ai vus changer, et je les ai vus devenir des personnes que je ne reconnaissais pas. Étienne est devenu froid et calculateur. Dès l'adolescence, il me regardait comme si je faisais partie du mobilier. Quelque chose qui était là, mais qui ne méritait ni attention ni respect. Sophie est devenue superficielle et vaniteuse. Seuls les vêtements, les bijoux, les fêtes comptaient pour elle. Elle n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Elle vivait de l'argent de poche de son père, comme si c'était un droit divin. Antoine est devenu irresponsable et dangereux, toujours dans le pétrin, ayant toujours besoin que son père le sorte d'une dette ou d'un scandale. Mais Monsieur Pierre, lui, n'a jamais changé. Il est resté le même homme qui m'avait embauché pour mes mains pleines de callosité. Le même homme qui prononçait mon nom complet comme si c'était quelque chose de précieux. Et je suis resté là. Pas pour l'argent. L'argent n'a jamais été important. Je suis resté pour lui. Parce que Monsieur Pierre était la seule personne au monde qui me traitait comme un être humain. Madame Chantal est décédée en 1992. Cancer du sein, rapide et impitoyable, en 6 mois. Elle est passée d'une femme pleine de vie à un corps fragile qui pouvait à peine se lever du lit. Je l'ai soignée jusqu'à la fin. Je lui ai donné à manger quand elle ne pouvait plus tenir la cuillère. Je l'ai baignée quand elle ne pouvait plus se tenir debout seule. Je lui ai lu des livres quand la douleur ne la laissait pas dormir. Je me suis assise à côté de son lit dans les nuits sombres, tenant sa main pendant qu'elle pleurait. Les enfants ne venaient presque jamais. Étienne était trop occupé par son travail. Sophie était en voyage en Europe. Antoine était Dieu sait où, probablement en train de miser l'argent de son père dans un casino. Mais j'étais là, j'étais toujours là. Et quand Madame Chantal est morte, c'est moi qui ai fermé ses yeux. C'est moi qui ai préparé son corps pour les funérailles. C'est moi qui ai soutenu Monsieur Pierre pendant qu'il pleurait comme un enfant, brisé par la douleur de perdre la femme qu'il avait aimée pendant 30 ans. Après la mort de Madame Chantal, quelque chose a changé dans la dynamique de la maison. Monsieur Pierre est devenu plus silencieux, plus réfléchi. Il passait des heures dans son bureau, à regarder de vieilles photos et à écrire des lettres qu'il n'envoyait jamais. Les enfants venaient de moins en moins. Étienne n'apparaissait que lorsqu'il avait besoin d'argent pour une affaire. Sophie appelait occasionnellement pour demander qu'on lui verse son argent de poche. Antoine apparaissait de temps en temps, et toujours avec une histoire sur une opportunité d'investissement qui ne s'avérait jamais réelle. Mais je suis resté là, cuisinant les plats préférés de Monsieur Pierre, maintenant la maison impeccable, écoutant ses histoires sur le passé, étant sa compagne dans la solitude d'un hôtel particulier trop grand pour un homme seul. Et puis est arrivé 1995, l'année qui a failli tout détruire. Ce fut une crise économique que personne n'avait vu venir. Les supermarchés de Monsieur Pierre, qui avaient été rentables pendant 2 décennies, commençaient soudain à perdre de l'argent. Les banques lui ont claqué la porte au nez. Les investisseurs se sont enfuis. Les fournisseurs exigeaient un paiement immédiat. Monsieur Pierre avait besoin d'1 million d'euros pour sauver son entreprise. 1 million d'euros qu'il n'avait pas. Je me souviens de la nuit où je l'ai trouvé assis dans son bureau, la tête entre les mains, pleurant en silence. « Monsieur Pierre », lui dis-je depuis la porte, « que se passe-t-il ?»« Tout va s'écrouler, Gisèle, me dit-il. Tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout va partir à la poubelle. Combien vous faut-il ? Lui demandai-je. Il rit amèrement. 1 million d'euros. Ce pourrait être 1 milliard. Je n'ai rien. Les banques ne me prêtent pas. Mes enfants n'ont pas un sou que je ne leur ai donné moi-même. C'est fini.
Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis j'ai dit quelque chose qui a tout changé. J'ai 800 000 euros. Monsieur Pierre m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Qu'avez-vous dit? 800 000 euros, répétai-je. C'est tout ce que j'ai épargné ces 20 dernières années. C'est sur un compte à la banque. C'est à vous, si vous en avez besoin. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Gisèle, c'est tout ce que vous avez. Vos économies de toute une vie. Je ne peux pas accepter ça. Je ne vous demande pas si vous voulez l'accepter, lui dis-je. Je vous dis que c'est à vous. Vous m'avez donné un travail quand personne d'autre ne me donnait une chance. Vous m'avez donné un foyer. Vous m'avez traité avec dignité quand le monde me traitait comme une moins que rien. 800 000 euros. C'est le minimum que je puisse faire. Monsieur Pierre me regarda avec des larmes dans les yeux. « Et si je ne peux pas vous rendre l'argent ?» demanda-t-il. « Et si l'entreprise échoue quand même? Alors, au moins, je saurai que j'ai fait tout ce que je pouvais, lui dis-je. Et c'est suffisant pour moi, cette nuit-là. » Monsieur Pierre accepta mon argent. Ce n'était pas facile pour lui. C'était un homme fier, habitué à être celui qui donnait, pas celui qui recevait. Mais le désespoir peut faire que même les plus fiers acceptent de l'aide. J'ai signé un document simple. Rien de légal ni de compliqué. Juste une feuille de papier qui disait que moi, Gisèle Aparecida dos Santos, prêtais 800 000 euros à Pierre Almeida, sans intérêt, à rembourser quand cela serait possible. Monsieur Pierre a gardé ce document dans son coffre-fort, et avec mon argent, ainsi que d'autres prêts qu'il a réussi à obtenir, il a sauvé son entreprise. Les supermarchés ont survécu et ont prospéré au cours des 20 années suivantes. Monsieur Pierre a construit un empire de 23 magasins dans toute la région. Il est devenu l'un des entrepreneurs les plus prospères de la région. Et personne n'a jamais su qu'une femme de ménage noire et forte avait fait la différence entre le succès et l'échec. Pas même ses enfants. Monsieur Pierre a voulu me rendre l'argent plusieurs fois. Chaque fois qu'il me l'offrait, je refusais. « Je ne veux pas de votre argent, Monsieur Pierre, » lui disais-je. « Je veux que vous alliez bien. C'est tout ce que je veux. » Il me regardait avec une expression que je ne comprenais pas tout à fait. Un mélange de gratitude, d'admiration et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond. Un jour, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Gisèle, mes enfants ont mon sang, mais vous avez mon cœur. Vous êtes la sœur que je n'ai jamais eue, la famille que mes propres enfants n'ont jamais été. » J'ai pleuré quand il m'a dit ça. J'ai pleuré parce que c'était la chose la plus belle que quelqu'un m'ait dite de toute ma vie. Et j'ai pleuré parce que je savais que c'était vrai. Les années ont passé. Monsieur Pierre vieillissait. Je vieillissais avec lui. Ses enfants sont restés les mêmes. Étienne, froid et calculateur. Sophie, superficielle et égoïste. Antoine, irresponsable et dangereux. Aucun d'eux ne rendait visite à son père au cours des 5 dernières années de sa vie. Monsieur Pierre n'a pas reçu une seule visite de ses enfants qui ne soit pour lui demander de l'argent. Pas une seule, ni à Noël, ni à son anniversaire, ni lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Mais j'étais là, j'étais toujours là. Je l'emmenais à ses rendez-vous médicaux. Je lui préparais ses plats spéciaux. Je lui donnais ses médicaments à l'heure exacte. Je m'asseyais à côté de son lit la nuit quand la douleur l'empêchait de dormir. Et quand le cancer s'est étendu. Et quand les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est moi qui me suis occupé de lui pendant ces derniers mois. Pas une infirmière engagée. Pas ses enfants. Moi, Gisèle. La femme de ménage noire et forte qui était arrivée 45 ans plus tôt avec une valise en carton et 200 €. Monsieur Pierre est mort un mardi matin. Il était 6h42 du matin. Le soleil se levait à peine.
Les oiseaux chantaient dehors à la fenêtre comme s'ils ne savaient pas que le monde était sur le point de perdre un homme bon. J'étais assise à côté de son lit, tenant sa main, quand il a rendu son dernier soupir. Ses yeux étaient fermés, son visage était en paix, et sur ses lèvres, il y avait un sourire doux, comme s'il voyait quelque chose de beau que je ne pouvais pas voir. « Gisèle », murmura-t-il avec son dernier souffle, « merci. » Et il est parti. J'ai appelé les enfants. Étienne est arrivé 3 heures plus tard, avec sa femme et ses 2 enfants adolescents qui connaissaient à peine leur grand-père. Sophie est arrivée cet après-midi-là, directement de l'aéroport, traînant des valises pleines de vêtements de créateurs. Antoine est arrivé le lendemain, sentant l'alcool et les yeux rouges de ne pas avoir dormi. Aucun d'eux n'a pleuré. Aucun d'eux n'a montré de vraies douleurs. Ils ne parlaient que du testament, de l'héritage, de comment diviser l'empire que leur père avait construit. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. C'était un événement important. Des politiciens, des entrepreneurs, des partenaires commerciaux sont venus. Tout le monde parlait de Monsieur Pierre comme s'ils l'avaient connu, comme s'ils avaient été ses amis. Mais aucun d'eux ne lui avait rendu visite ces dernières années. Aucun d'eux n'avait tenu sa main pendant qu'il pleurait de douleur. Aucun d'eux n'avait nettoyé son corps quand il ne pouvait plus le faire seul. Moi, si. Et pendant que tous ces étrangers faisaient des discours sur le grand homme qu'avait été Monsieur Pierre, j'étais dans la cuisine, servant du café, comme toujours. Étienne s'est approché de moi à un moment donné pendant la veillée. « Zu », me dit-il sans me regarder dans les yeux. « Il faut plus de café dans le salon principal. Et assurez-vous que les toilettes soient propres. Il y a des gens importants ici. » « Oui, monsieur Étienne, » répondis-je. Comme toujours, cette nuit-là, quand tout le monde est parti, je me suis assise dans ma petite chambre à l'arrière de l'hôtel particulier, la même chambre où j'avais dormi pendant 45 ans, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour Monsieur Pierre. J'ai pleuré pour les années que nous avions partagées. J'ai pleuré pour la solitude que je savais m'attendre maintenant qu'il était parti. Et j'ai pleuré pour ce qui allait arriver. Parce que je savais comment étaient les enfants de Monsieur Pierre, et je savais que mon temps dans cette maison touchait à sa fin. Le lendemain, mes craintes se sont confirmées. Les 3 enfants se sont réunis dans le grand salon de l'hôtel particulier. Étienne s'est assis dans le fauteuil qui avait appartenu à leur père. Ce fauteuil en cuir marron, où Monsieur Pierre passait ses après-midi à lire. Voir Étienne là, comme s'il était déjà le maître des lieux, m'a causé une douleur physique, une étreinte glaciale dans la poitrine. Sophie s'est assise à ses côtés, croisant les jambes avec une élégance étudiée, regardant son téléphone portable comme si la mort de son père n'était qu'un inconvénient mineur dans son agenda social. Antoine se tenait debout près de la fenêtre, agité, vérifiant son propre téléphone toutes les quelques secondes, attendant probablement des messages des créanciers, à qui il devait de l'argent. Moi, j'étais dans la cuisine, à préparer le café noir, comme toujours. Mais je pouvais tout entendre. Les murs de cet hôtel particulier avaient entendu 45 ans de mes pas silencieux. Je connaissais chaque recoin, chaque anfractuosité où le son voyageait. Je savais exactement où me tenir pour écouter les conversations dans le salon sans être vu. « Alors, » dit Étienne, croisant les bras, « qu'est-ce qu'on fait d'elle ? » « De qui ?» demanda Sophie sans lever les yeux de son téléphone. « De la femme de ménage, Gisèle, J, comme vous voulez l'appeler. »« Ah » dit Sophie, la vieille. Quelque chose en moi s'est brisé en entendant ces mots. La vieille, 45 ans de service, de loyauté, d'amour, réduits à 2 mots dépréciatifs. La vieille, il faut la sortir d'ici, dit Antoine depuis la fenêtre,
Cette maison vaut une fortune. On ne peut pas la vendre avec une employée qui vit dedans. On ne peut pas simplement la jeter dehors, dit Sophie, d'un ton qui prétendait être compatissant mais qui sonnait complètement faux. Elle est ici depuis longtemps. Ce serait moche. Moche, répéta Étienne avec mépris. Depuis quand te soucies-tu de ce qui est moche ou non? La semaine dernière, tu as dépensé 20 000 € dans un sac à main. C'est différent, répliqua Sophie. Le fait est, continua Étienne, que cette maison est à nous maintenant, et on n'a pas besoin d'une employée. On va tout vendre, diviser l'argent, continuer nos vies, et pour ça, elle doit partir. Mais où va-t-elle aller? Demanda Sophie. Elle a presque 70 ans. Elle n'a pas de famille. Elle n'a rien. Ce n'est pas notre problème, dit Antoine. Qu'elle aille dans un hospice, qu'elle aille à la rue, je m'en fous. La seule chose qui m'importe, c'est qu'elle s'en aille. J'ai entendu tout ça depuis la cuisine. Mes mains tremblaient en tenant le plateau du café. 45 ans. Et il voulait me jeter comme si j'étais un déchet. J'ai pensé à Monsieur Pierre, à ce qu'il aurait dit s'il pouvait entendre ses enfants, à la déception et à la douleur qu'il aurait ressentie. Et j'ai ressenti de la rage. Une rage silencieuse qui s'accumulait depuis des années. Rage pour chaque fois qu'Étienne m'avait parlé avec mépris. Pour chaque fois que Sophie avait ignoré mon existence. Pour chaque fois qu'Antoine avait jeté ses vêtements sales par terre pour que je les ramasse. Mais j'ai aussi ressenti de la peur, parce que j'avais 69 ans. Je n'avais pas de famille. Je n'avais pas d'économie, parce que je les avais toutes données à Monsieur Pierre en 1995. Je n'avais nulle part où aller. La voix d'Étienne m'a tiré de mes pensées. « J » cria-t-il depuis le salon. « Où est le café noir ?» J'ai respiré profondément et je suis entré dans le salon avec le plateau. Le voilà. Monsieur Étienne, dis-je, avec la voix la plus neutre que j'ai pu trouver. Étienne prit une tasse sans me remercier. Sophie ne me regarda même pas. Antoine était trop occupé avec son téléphone. « J » dit Étienne en buvant son café. « Il faut qu'on te parle. »« Oui. » « Monsieur, mon père est mort, dit-il, comme si je ne le savais pas. Et maintenant, les choses vont changer. On va vendre la maison, on va tout liquider, et ça signifie qu'on n'a plus besoin de toi. Il l'a dit comme ça, sans détour, sans compassion, sans un seul mot de remerciement pour 45 ans de service. On n'a plus besoin de toi. Tu as 24 heures. Continua Étienne. Demain, à la même heure, je veux que tu aies ramassé tes affaires et que tu sois parti. 24 heures, après 45 ans. On me donnait 24 heures pour démanteler ma vie entière. Monsieur Étienne, commençai-je à dire, j'ai travaillé pour cette famille pendant... Je sais ce que tu as fait, m'interrompit-il brutalement. Tu as travaillé pour mon père. Tu as nettoyé la maison. Tu as cuisiné les repas, c'est ce que font les femmes de ménage. Ce n'est rien de spécial. Ça ne fait pas de toi la propriétaire de quoi que ce soit. Ça ne te donne pas le droit de rester ici. Son ton était froid, cruel, comme s'il parlait à un insecte qu'il fallait écraser. Sophie se leva et s'approcha de moi avec ce sourire faux que j'avais appris à détester au fil des années. « J, ma chère, dit-elle d'une voix mielleuse. Je comprends que c'est difficile pour toi, mais tu dois comprendre notre position. Cette maison est très grande. Elle a besoin de beaucoup d'entretien. Et sincèrement, on ne croit pas que tu puisses continuer à travailler à ton âge. Tu es déjà très vieille. Elle posa sa main sur mon épaule. Son contact me dégoûta. On te donnera un peu d'argent, continua-t-elle. Pas beaucoup. Parce que la vérité, c'est que papa n'a pas laissé autant de liquidités qu'on le pensait. Mais de quoi t'installer quelque part,
Un hospice? Peut-être. J'ai entendu dire qu'il y en a de très bien, où ils prennent bien soin des personnes de ton âge. Un hospice? Après 45 ans à prendre soin de leur famille, ils voulaient m'envoyer dans un hospice. Antoine s'approcha alors. Son expression était différente de celle de ses frères et sœurs. Il n'y avait aucune prétention à la gentillesse. Seulement de l'hostilité pure. Écoute-moi bien. La vieille, dit-il, en rapprochant son visage du mien. Tu as 24 heures. Si demain, à cette heure-ci, tu es toujours ici, je vais appeler la police et je vais t'accuser d'intrusion. Tu as compris? Oui. Monsieur Antoine, murmurai-je, parce que pouvais-je dire d'autre? Je me suis retourné et j'ai marché vers ma chambre. Chaque pas donnait l'impression que je marchais vers ma propre exécution. Ma chambre était à l'arrière de l'hôtel particulier. Elle était petite, un lit simple, une armoire en bois vieille, une table de chevet avec une lampe. Sur le mur, il y avait une photo de Monsieur Pierre et moi, prise il y a 20 ans lors d'un Noël. Nous étions plus jeunes alors. Il avait encore les cheveux noirs. Je pouvais encore sourire sans que mon âme ne me fasse mal. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. 45 ans de ma vie tenaient dans cette petite chambre. Tous mes vêtements, tous mes souvenirs, tout ce que j'étais. J'ai ouvert l'armoire et j'ai commencé à sortir mes affaires. Je n'avais pas de valise. Je n'avais jamais eu besoin de valise parce que je n'étais jamais allé nulle part. Alors, j'ai utilisé des sacs poubelles noirs. Les mêmes sacs noirs que j'utilisais pour sortir les ordures de la cuisine. J'étais en train de plier mes vêtements quand j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Antoine. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il depuis la porte. « Je suis en train de faire mes affaires. » « Monsieur Antoine, bien. Tu as intérêt à te dépêcher. » Il resta là, à me regarder travailler, comme s'il surveillait un animal. Alors, son regard s'est posé sur quelque chose, sur ma table de chevet, la montre. C'était une montre ancienne, en or. Monsieur Pierre me l'avait offerte il y a 10 ans. Pour mes 35 ans de service, au sein de la famille, c'était ce que je possédais de plus précieux, pas pour l'or, mais pour ce qu'elle représentait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Antoine en s'approchant. « C'est une montre que m'a offerte votre père, » ai-je répondu. Antoine l'a prise sur la table, sans demander la permission. Il l'a examinée, avec des yeux de prédateur. « Cette montre est en or, » a-t-il dit. « Elle doit valoir au moins 5 000 €. Où l'as-tu volée ?»« Je ne l'ai pas volée, monsieur Antoine. Votre père me l'a offerte. »« Mensonge !» a-t-il crié, sa voix pleine de venin. « Mon père ne t'offrirait jamais quelque chose comme ça. Tu es une voleuse. J'ai toujours su que tu étais une voleuse. »« Monsieur Antoine, s'il vous plaît, ai-je supplié. Cette montre, c'est tout ce que j'ai. C'est un cadeau de votre père. Il me l'a donné personnellement. » Antoine m'a regardé avec mépris, et alors, sans aucun avertissement, il a jeté la montre au sol. Le verre s'est brisé en percutant le parquet. Mais ça, ce n'était pas suffisant pour lui. Il a levé son pied, ce pied chaussé d'un mocassin italien qui coûtait probablement plus cher que tous ceux que j'avais gagnés en une année, et il l'a écrasé 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que la montre ne soit plus que des fragments de métal et de verre éparpillés sur le sol. « Maintenant, tu n'as plus aucune preuve de rien, » a-t-il dit, avec un sourire cruel. « Dépêche-toi avec tes affaires, la vieille !» Et il est parti. Je suis resté las debout, à regarder les restes de la montre. Les larmes coulaient sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage. Une rage si profonde que j'avais l'impression qu'elle allait me consumer de l'intérieur. Mais je n'ai rien dit, je n'ai pas crié, je n'ai pas maudit, je n'ai pas supplié. Je me suis juste agenouillé sur le sol et j'ai ramassé les fragments de la montre avec mes mains, chaque morceau, chaque éclat de verre, chaque fragment de métal. Je les ai gardés dans un mouchoir blanc et je les ai mis dans ma poche
Parce que même si la montre était détruite, l'amour qu'elle représentait restait intact. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. J'ai terminé de y faire mes bagages. Je n'avais pas grand-chose. Quelques vêtements de rechange, quelques objets personnels, la photo de Monsieur Pierre et moi, les fragments de la montre dans ma poche. Alors que j'allais fermer l'armoire, j'ai remarqué quelque chose que j'avais oublié, qui était là, une vieille boîte à chaussures cachée au fond de l'étagère du haut. Je l'ai descendue avec précaution. À l'intérieur, il y avait des lettres, des douzaines de lettres, des lettres que Monsieur Pierre m'avait écrites au fil des ans. Il ne me les avait jamais envoyées par la poste, parce que nous vivions dans la même maison. Il les déposait simplement sous ma porte, ou sur mon oreiller, ou à côté de mon assiette de petit déjeuner. Des lettres pour mon anniversaire, des lettres pour Noël, des lettres. Sans aucune occasion spéciale, juste parce qu'il voulait me dire quelque chose. J'avais oublié que je les avais. J'en ai pris une au hasard, et je l'ai lue. Elle datait d'il y a 5 ans. « Chère Gisèle, disait-elle, aujourd'hui, j'ai 77 ans. Mes enfants n'ont pas appelé, ni Étienne, ni Sophie, ni Antoine. Ils ne se souviennent probablement même pas que c'est mon anniversaire. Mais tu as préparé mon gâteau préféré, chocolat aux fraises, comme chaque année, depuis 35 ans. Je veux que tu saches quelque chose. Quand je quitterai ce monde, je veux que tu sois traité avec la dignité que tu mérites. J'ai pris des mesures pour m'assurer que cela se produise. Je ne peux pas t'en dire plus maintenant, mais fais-moi confiance. Ta loyauté sera récompensée. Ton amour ne restera pas sans réponse. Tu es la sœur que je n'ai jamais eue, la famille que mes enfants n'ont jamais été, et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Avec toute mon affection, Pierre. J'ai lu la lettre 3 fois, j'ai pris des mesures. Quelles mesures? Qu'avait fait Monsieur Pierre? J'ai gardé les lettres dans un des sacs poubelles noirs, et j'ai attendu, parce que quelque chose me disait que ce n'était pas encore terminé. À 11 heures du matin, le lendemain, est arrivé le notaire, maître Sébastien Mendes, 70 ans, noir comme moi, bien que d'une nuance plus claire, cheveux complètement blancs, lunettes à monture dorée, costume impeccable, de couleur gris foncé. Il était ami avec Monsieur Pierre depuis 50 ans. Ils s'étaient rencontrés quand ils étaient tous les deux jeunes et pauvres, luttant pour s'en sortir dans un monde qui ne voulait pas d'eux. Maître Sébastien avait été le notaire de Monsieur Pierre pendant toute sa carrière. Il avait rédigé tous ses contrats, tous ses actes, tous ses documents légaux, et il avait rédigé son testament. Les 3 héritiers se sont réunis dans le salon principal. Étienne était anxieux, tapant sur l'accoudoir du fauteuil avec ses doigts. Sophie vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle. Antoine ne pouvait pas rester tranquille, faisant les 100 pas, comme un animal en cage. J'étais dans la cuisine, encore une fois, toujours dans la cuisine. Mais cette fois, Maître Sébastien m'a surprise. « Mademoiselle Gisèle », a-t-il dit, en se penchant à la porte de la cuisine. « S'il vous plaît, venez au salon. Monsieur Pierre a laissé des instructions spécifiques pour que vous soyez présente. » Lors de la lecture du testament, les 3 frères et sœurs se sont regardés. « Quoi ?» a dit Étienne. « Elle n'est que la femme de ménage. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le testament de notre père ?» Maître Sébastien l'a regardé, avec une expression que je connaissais bien. C'était la même expression que Monsieur Pierre arborait quand ses enfants le décevaient. Monsieur Pierre a été très clair dans ses instructions. « Monsieur Étienne, Mademoiselle Gisèle doit être présente. Si elle n'est pas là, je ne lis pas le testament. C'est aussi simple que cela. » Étienne a ouvert la bouche pour. Il protestait, mais Maître Sébastien a levé la main. « Monsieur Étienne, je suis le notaire de votre père. Depuis 50 ans, je connais ses souhaits mieux que quiconque. Et je vous assure
que ce que je vais lire aujourd'hui va surprendre tout le monde. Alors, je vous suggère d'arrêter de discuter et de me permettre de faire mon travail. Étienne s'est tu. Je suis entré dans le salon. Je me suis assise sur une chaise, dans un coin, loin des héritiers. Sophie m'a regardé avec dégoût. Antoine m'a regardé avec haine. Étienne m'a regardé comme si j'étais une tache sur sa tapisserie. Mais je suis resté là, parce que Monsieur Pierre avait voulu que je sois là. Maître Sébastien a ouvert sa mallette et a sorti une grande enveloppe, scellée à la cire rouge. Ceci est le dernier. Testament de Pierre Almeida, a-t-il dit, d'une voix solennelle. Il a été rédigé il y a 6 mois, remplaçant tous les testaments précédents. Il a été signé en présence de 3 témoins et notarié correctement. Il est complètement légal et contraignant. Il a ouvert l'enveloppe avec précaution. Il a sorti plusieurs documents et il a commencé à lire. Moi, Pierre Almeida, en pleine possession de mes facultés mentales et de ma propre volonté, déclare: ceci, mon dernier testament. Maître Sébastien a fait une pause. Il a regardé les 3 héritiers. Puis, il m'a regardé. Et il a continué. Avant de détailler la répartition de mes biens, je veux que mes enfants sachent quelque chose. J'ai passé les dernières années de ma vie à les observer, à observer comment ils traitaient les gens autour d'eux, à observer comment ils traitaient Gisèle, la femme qui s'est occupée de moi pendant 45 ans. Étienne s'agita sur son siège. Sophie cessa de regarder son téléphone. Antoine s'arrêta au milieu de la pièce. J'ai vu comment il l'ignorait, continua le notaire, lisant les mots de Monsieur Pierre. J'ai vu comment il la méprisait. J'ai entendu comment il parlait d'elle quand il croyait que je ne les entendais pas. La vieille, la négresse, la grosse, l'inutile. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Monsieur Pierre le savait. Il l'avait toujours su. Ce que mes enfants ignorent, poursuivit le notaire, c'est que Gisèle n'est pas seulement une employée. Gisèle est la raison pour laquelle nous avons encore quelque chose à hériter. En 1995, quand l'entreprise était au bord de la faillite, quand les banques m'avaient fermé leurs portes et que les investisseurs avaient fui, c'est Gisèle qui m'a sauvé. Étienne regarda le notaire avec confusion. « De quoi parle-t-il » demanda-t-il. Le docteur Sébastien l'ignora et continua sa lecture. Gisèle m'a prêté 800 000 €, tout ce qu'elle avait économisé en 20 ans de travail. Argent qu'elle aurait pu utiliser pour s'acheter une maison, pour vivre dignement, pour construire sa propre vie. Mais au lieu de cela, elle me l'a donné, sans rien demander en échange, sans condition, juste parce qu'elle avait confiance en moi. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Avec cet argent, j'ai sauvé l'entreprise. Et dans les 20 années qui ont suivi, j'ai bâti un empire de 23 supermarchés. Tout ce que nous avons aujourd'hui, tout l'argent, toutes les propriétés, toutes, existent grâce à la générosité d'une employée de maison qui gagnait moins en 1 an que ce que vous dépensez en 1 mois. Antoine fit un pas en avant. « C'est ridicule, dit-il. Mon père était sénile. Il ne savait pas ce qu'il disait. » Le docteur Sébastien le regarda froidement. « Votre père a été évalué par 3 psychiatres indépendants avant de signer ce testament. Monsieur Antoine, tous les 3 ont certifié qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales. J'ai les documents ici même, si vous souhaitez les consulter. » Antoine se tut. Le notaire continua sa lecture. « Mes enfants n'ont jamais su pour ce prêt, parce qu'ils ne se sont jamais intéressés suffisamment à ma vie pour me poser des questions. Au cours des 5 dernières années, aucun d'entre vous ne m'a rendu visite sans avoir un motif économique. Aucun d'entre vous n'a appelé pour mon anniversaire. Aucun d'entre vous n'est venu me voir quand on m'a diagnostiqué un cancer. Seule Gisèle était là. Toujours Gisèle. Alors, j'ai pris une décision. » Le docteur Sébastien passa à la page suivante.
La salle était dans un silence absolu. Même moi, je retenais mon souffle. Article 1er. 51% des actions de supermarché Almeida seront transférées à Gisèle Aparecida dos Santos. Étienne se leva d'un bond. « Quoi » hurla-t-il. « C'est de la folie !» Le docteur Sébastien leva la main. « Asseyez-vous, monsieur Étienne, je n'ai pas terminé. » Étienne ne se rassit pas. Il resta debout, le visage rouge de rage, les poings serrés. Sophie était pâle comme un fantôme. Antoine semblait sur le point de vomir. Et moi, je ne pouvais tout simplement pas croire ce que j'entendais. Article 2, continua le notaire. L'hôtel particulier familial, situé rue des Palmiers, au numéro 423, sera transféré à Gisèle Aparecida dos Santos, afin qu'elle l'habite pendant le reste de sa vie ou l'utilise comme bon lui semble. « C'est impossible !» hurla Sophie, abandonnant toute prétention de calme. « Papa ne peut pas nous laisser sans maison. Le testament est légal, Madame Sophie, dit le docteur Sébastien calmement. Votre père était propriétaire de tous ses biens et avait tout à fait le droit d'en disposer comme il le souhaitait. Article 3, continua le notaire. À chacun de mes 3 enfants, Étienne, Sophie et Antoine, je lègue la somme de 100 000 euros. 100 000 euros. Comparé aux millions que valait l'entreprise et l'hôtel particulier, 100 000 euros était une misère. C'était une insulte délibérée. Et tout le monde dans la salle le savait. « Je vais contester ça !» hurla Étienne. « Je vais engager les meilleurs avocats du pays. Ça ne va pas se passer comme ça. » Le docteur Sébastien soupira. « Monsieur Étienne, votre père a anticipé votre réaction. C'est pourquoi il a inclus une clause supplémentaire. » Il passa à la page suivante. Clause de contestation. Si l'un de mes enfants tente de contester ce testament par quelque moyen que ce soit, il perdra automatiquement les 100 000 euros qui lui reviennent et sa part sera transférée à Gisèle. Étienne resta sans voix. C'était une manœuvre brillante de M. Pierre. Il savait que ses enfants tenteraient de se battre contre le testament. Alors, il leur avait tendu un piège. S'ils se battaient, ils perdaient même le peu qu'il leur avait laissé. Il y a autre chose, dit le docteur Sébastien. Monsieur Pierre a laissé une vidéo qui doit être diffusée dans le cadre de la lecture du testament. Il sortit une tablette de sa mallette. Il l'alluma. Et sur l'écran apparut Monsieur Pierre. Il avait l'air faible, démacié. Il était évident que la vidéo avait été enregistrée pendant ses derniers mois de vie, lorsque le cancer le consumait déjà. Mais ses yeux brillaient de clarté. Et sa voix, bien que faible, était ferme. « Mes enfants, dit Monsieur Pierre depuis l'écran, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que je suis déjà parti, et je suis sûr que vous êtes furieux de ce que vous venez d'entendre. » Étienne regardait l'écran avec haine. Sophie avait des larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. Antoine semblait vouloir détruire la tablette de ses propres mains. « Je veux vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, » continua M. Pierre. « Ce n'est pas par vengeance, ce n'est pas par cruauté, c'est par justice. » Il fit une pause pour tousser. « En 1995, Gisèle m'a sauvé. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait. Et quand j'ai voulu lui rendre l'argent, elle a refusé. « Je ne veux pas votre argent, » m'a-t-elle dit. « Je veux seulement que vous alliez bien. » Ce furent ses mots exacts. Elle ne voulait rien. Elle voulait seulement que j'aille bien. Monsieur Pierre regarda directement la caméra. « En 45 ans, aucun d'entre vous ne m'a dit quelque chose de semblable. Aucun d'entre vous n'a fait quelque chose de semblable. Vous avez seulement pris. Vous avez pris de l'argent. Vous avez pris des commodités. Vous avez pris tout ce que je vous ai donné comme si c'était un droit. Et quand vous ne pouviez plus rien prendre, vous m'avez simplement ignoré. » Ses yeux brillaient de larmes.
Les 5 dernières années de ma vie ont été les plus solitaires que j'ai vécues. Je mourrais d'un cancer et mes propres enfants ne venaient pas me voir. Mais Gisèle était là, chaque jour, chaque nuit, me donnant mes médicaments, préparant ma nourriture, me soutenant quand je pleurais de douleur. Il regarda vers le côté, comme si quelqu'un était là, hors de la caméra. Elle est ici, en ce moment même, pendant que j'enregistre ceci. Elle ne sait pas ce que je dis. Elle ne sait pas ce que je vais lui laisser. Et quand elle le découvrira, elle va probablement fondre en larmes et dire qu'elle ne le mérite pas. Monsieur Pierre sourit avec tendresse. Mais si, elle le mérite. Plus que quiconque que je connaisse. Parce qu'elle m'a donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle m'a donné de l'amour. Un amour véritable, sans condition, sans attente. Et ça vaut plus que tous mes supermarchés réunis. La vidéo montrait Monsieur Pierre regardant directement la caméra, avec une expression grave. Maintenant, je vais révéler quelque chose que Gisèle ignore. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant 30 ans. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Quel secret! Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir d'autre? L'argent que Gisèle m'a prêté en 1995, dit Monsieur Pierre. Je ne l'ai jamais dépensé dans l'entreprise. Quoi? Je ne comprenais pas. S'il n'a pas utilisé mon argent pour sauver l'entreprise, alors, à quoi l'a-t-il servi? Je l'ai investi, continua Monsieur Pierre. Je l'ai placé sur un compte séparé. Et je l'ai investi en actions de ma propre entreprise. En 1995, les actions ne valaient rien. Mais maintenant, 30 ans plus tard, ces actions valent près de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Mon esprit était incapable de traiter ce que j'entendais. Cet argent a toujours été à Gisèle, dit Monsieur Pierre. Chaque centime, chaque dividende, tout. Je ne faisais que le garder pour elle. Et maintenant, finalement, elle va le recevoir. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas les arrêter. Monsieur Pierre regarda la caméra une fois de plus. Mes enfants, j'espère qu'un jour vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. J'espère qu'un jour vous apprendrez que l'argent n'est pas le plus important, que l'amour, la loyauté et la dignité valent plus que n'importe quel héritage. Il fit une pause. Et Gisèle, si tu regardes ça, je veux que tu saches quelque chose. Tu as été la sœur que je n'ai jamais eue, la famille que mes enfants n'ont jamais été. Je t'ai aimée comme personne d'autre au monde. Et je suis éternellement reconnaissant pour chaque jour que tu as passé à mes côtés. Sa voix se brisa. Merci, Gisèle, pour tout. La vidéo se termina. La salle resta silencieuse. Un silence si profond que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Et alors, Étienne explosa. C'est une escroquerie, hurla-t-il, se retournant vers moi. Elle l'a manipulé. Elle a dupé mon père. C'est une arnaqueuse. Le docteur Sébastien se leva. Monsieur Étienne, je vous conseille de faire attention à vos paroles. Ce que vous dites pourrait constituer de la diffamation. Je m'en fiche royalement, hurla Étienne. Je vais la détruire. Je vais faire en sorte qu'on la mette en prison. Je vais. Il s'arrêta soudainement, parce que le docteur Sébastien avait sorti un autre document de sa mallette. « Monsieur Étienne », dit le notaire d'une voix glaciale, avant de continuer à menacer mademoiselle Gisèle. « Vous devriez savoir autre chose. »« Quoi ?» cracha Étienne. « Votre père a également laissé des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait faire si l'un d'entre vous menaçait ou agressait Gisèle de quelque manière que ce soit. » Le notaire ouvrit le document. Clause de protection. Si Étienne,
Sophie ou Antoine menace, agresse verbalement, agresse physiquement, ou de quelque manière que ce soit. Cause du tort à Gisèle Aparecida dos Santos, ils perdront immédiatement et définitivement tout droit aux 100 000 € qui leur reviennent. Étienne se figea. Sophie porta sa main à sa bouche. Et Antoine, qui était sur le point de s'approcher de moi les poings serrés, recula comme s'il avait heurté un mur invisible. « Monsieur Antoine », dit le docteur Sébastien, y le regardant directement. « Hier, vous êtes entré dans la chambre de mademoiselle Gisèle. Vous l'avez traitée de vieille et de voleuse, et vous avez détruit une montre ancienne de famille que monsieur Pierre lui avait offerte. Techniquement, cela pourrait être considéré comme une agression verbale et une destruction de propriété. » Antoine pâlit. Cependant, continua le notaire, puisque cela s'est produit avant la lecture du testament, j'ai pour instruction de laisser passer cet incident. Mais je vous avertis, monsieur Antoine, si vous menacez à nouveau mademoiselle Gisèle de quelque manière que ce soit, vous perdrez les 100 000 €. Compris ? Antoine acquiesça en silence. Il n'avait pas encore tout perdu, mais il était à 2 doigts de le faire. Le docteur Sébastien ramassa ses documents et les rangea dans sa mallette. « C'est tout, » dit-il. « Le testament a été lu dans son intégralité. Les démarches de transfert des biens commenceront demain. Messieurs, mesdames, je vous suggère de vous calmer et d'accepter la volonté de votre père avec la dignité qu'il attendait de vous. » Il se tourna vers moi. « Mademoiselle Gisèle, j'ai quelques documents supplémentaires à examiner avec vous. Nous pouvons nous réunir demain à mon bureau. » « Oui, docteur, » murmurai-je. Je n'arrivais pas à bien parler. J'étais encore en train de traiter tout ce que j'avais entendu. Le docteur Sébastien acquiesça. Et alors, avant de partir, il sortit une dernière enveloppe de sa mallette. « J'allais presque l'oublier, » dit-il. « Monsieur Pierre m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. Mademoiselle Gisèle, c'est une lettre qu'il a écrite pour vous. Il m'a demandé de vous la donner seulement après la lecture du testament. » Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mon nom était écrit dessus, de la main inconfondible de monsieur Pierre. Le docteur Sébastien fit une petite révérence et sortit de la salle. Les 3 héritiers me regardaient. Étienne avec une haine pure, Sophie avec un mélange de rage et de confusion, Antoine avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Mais je ne les voyais pas. Je ne voyais que l'enveloppe dans mes mains, la dernière lettre de monsieur Pierre. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma chambre. Personne n'a essayé de m'arrêter, personne n'a rien dit. Le silence était si dense que je pouvais presque le toucher. Je suis entré dans ma petite chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert la lettre. « Chère Gisèle, » commençait-elle, « si tu lis ceci, c'est parce que je suis déjà parti. Et si le docteur Sébastien a suivi mes instructions, c'est parce que tu viens de découvrir tout ce que j'ai laissé pour toi. Je sais que tu pleures, probablement en ce moment. Je sais que tu penses probablement que tu ne mérites rien de tout cela. Je sais que tu veux probablement tout rendre et simplement redevenir la femme de ménage que tu as toujours été. Mais tu ne peux pas, et tu ne dois pas, parce que toi, Gisèle, tu mérites chaque centime, chaque brique de cette maison, chaque action de cette entreprise, tout. Pendant 45 ans, tu m'as donné quelque chose que mes propres enfants ne m'ont jamais donné. Tu m'as donné ton temps, ton énergie, ta patience, ton amour. Quand Chantal est morte, c'est toi qui m'as soutenu. Quand mes enfants m'ont abandonné, c'est toi qui es resté. Quand le cancer était en train de me tuer, c'est toi qui t'es occupé de moi. Tu n'as jamais rien demandé. Tu ne t'es jamais plainte. Tu ne m'as jamais fait me sentir comme un fardeau. Et en 1995,
quand j'ai pensé que j'avais tout perdu. Tu m'as donné tes économies de toute une vie sans hésiter une seconde. Cet acte de générosité m'a changé à jamais. Il m'a appris ce que signifie l'amour véritable. Il m'a appris ce que signifie la loyauté. Il m'a appris ce que signifie être une famille, d'une manière que mes propres enfants n'auraient jamais pu m'enseigner. Gisèle, je sais que mes enfants doivent être furieux en ce moment. Je sais qu'ils te détestent, probablement. Je sais qu'ils vont probablement essayer de te rendre la vie impossible. Mais n'aie pas peur d'eux, parce que tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais. Tu as de la dignité, tu as de l'intégrité. Tu as la force d'une femme qui a travaillé toute sa vie, sans rien demander en retour. Je veux que tu utilises ce que je t'ai laissé pour être heureuse. Je veux que tu vives dans cet hôtel particulier, comme la propriétaire que tu es désormais. Je veux que tu profites de la sécurité financière que tu mérites. Après toute une vie de travail. Et si tu veux faire quelque chose avec l'argent qui aille au-delà de toi-même, je te suggère quelque chose. Pendant des années, tu m'as parlé de ton rêve d'aider d'autres femmes de ménage comme toi, des femmes qui travaillent toute leur vie et qui finissent seules, et sans rien quand elles sont vieilles. Maintenant, tu as les ressources pour réaliser ce rêve. Construis quelque chose de beau, Gisèle. Quelque chose qui aide d'autres femmes qui ont été ignorées et méprisées comme toi. Laisse un héritage, pas pour moi, pour toi. Parce que ta vie a de la valeur, ton travail a de la valeur, ton amour a de la valeur. Et il est temps que le monde le sache. Je t'aime, Gisèle. Je t'ai aimé dès le premier jour où tu es entrée dans ma maison, avec cette valise en carton, et ses yeux remplis de peur et d'espoir. Et je t'aimerai toujours, même d'où que je sois maintenant. Merci pour tout. Ton frère de cœur, Pierre. J'ai fini de lire la lettre, et je l'ai serrée contre ma poitrine. Les larmes n'arrêtaient pas de couler. Je ne pouvais plus bien respirer. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était des larmes d'amour, de gratitude, de la certitude que, même si Monsieur Pierre n'était plus physiquement dans ce monde, son amour restait vivant dans chaque mot de cette lettre. Je suis resté dans ma chambre pendant des heures. Je ne suis pas sorti pour dîner. Je ne suis sorti pour rien. J'ai juste relu la lettre encore et encore, mémorisant chaque mot, l'imprimant dans mon cœur. Dehors, je pouvais entendre les héritiers se disputer. Leurs voix montaient et descendaient, remplies de rage et de frustration. Mais ça ne m'importait pas. Je ne me souciais plus de ce qu'ils pensaient de moi. Je ne me souciais plus de leur haine. Parce que Monsieur Pierre m'avait donné quelque chose qu'il ne pourrait jamais m'enlever. Il m'avait donné la certitude que ma vie avait valu la peine. Le lendemain matin, Étienne est venu me voir. Il était seul. Son visage ne montrait plus la furie de la veille. Maintenant, il semblait calculateur, comme un homme d'affaires préparant une négociation. « Zu », dit-il, utilisant ce surnom qui m'avait toujours dérangé. « On peut parler ?»« Oui, Monsieur Étienne, » répondis-je. « Écoute, » dit-il, s'asseyant sur la seule chaise de ma chambre. Sans demander la permission, je pense qu'on peut arriver à un accord. Un accord, répétai-je. Oui, écoute. Je comprends que mon père t'aimait bien. Je comprends que tu as travaillé de nombreuses années pour lui. Et je respecte ça. Son ton était condescendant, faux. Je pouvais voir à travers lui, comme s'il était en cristal. Mais soyons réalistes, continua-t-il. Tu ne peux pas gérer une entreprise. Tu n'as pas d'éducation. Tu n'as pas d'expérience. Tu vas échouer. Et quand tu échoueras, tu vas tout perdre. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. J'ai une proposition, dit-il. Je te donne 5 millions d'euros, en liquide, tout de suite, en échange.
Tu me cèdes les actions de l'entreprise et l'hôtel particulier. Tu peux rester vivre ici, si tu veux, dans ta chambre, comme employé. Tout redeviendra comme avant. 5 millions d'euros. C'était beaucoup d'argent. Plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie. Mais ce n'était pas même une fraction de ce que M. Pierre m'avait laissé. Et Étienne le savait. Il essayait de m'arnaquer, de profiter de ma supposée ignorance, pour me voler ce qui m'appartenait légitimement. Monsieur Étienne, dis-je calmement, merci pour votre offre. Mais non, Étienne cligna des yeux. Non, répéta-t-il, non, je ne vais pas vendre les actions, je ne vais pas céder l'hôtel particulier, et je ne vais pas redevenir votre employé. Le visage d'Étienne devint rouge. Écoute-moi bien, vieille, dit-il, abandonnant toute prétention de courtoisie. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. J'ai des contacts, j'ai du pouvoir. Je peux te rendre la vie très difficile. Son père m'a averti à ce sujet, dis-je. Il y a une clause dans le testament. Si vous me menacez, vous perdez les 100 000 euros. Étienne se figea. Il avait oublié la clause. Ou il avait espéré que je l'aurais oubliée. Monsieur Étienne, continuai-je, ma voix ferme pour la première fois en 45 ans. Votre père m'a donné quelque chose que vous n'allez jamais comprendre. Quoi? Cracha-t-il avec mépris. De l'argent? Non, dis-je. Du respect. Il me regarda sans comprendre. Pendant 45 ans, j'ai travaillé pour cette famille, dis-je. J'ai cuisiné vos repas, j'ai lavé vos vêtements, j'ai nettoyé vos saletés, j'ai élevé vos enfants. Et vous n'avez jamais, pas une seule fois, dit merci. Étienne ouvrit la bouche pour interrompre, mais je levai la main. Je n'ai pas terminé, dis-je. C'était la première fois de ma vie que je disais ça à un patron. Et ça faisait du bien. Son père était différent, continuai-je. Son père m'a vu, il m'a écouté, il m'a traité comme un être humain. Et quand il a eu l'opportunité de me récompenser, il l'a fait. Pas parce que je le lui demandais, pas parce que je l'espérais, mais parce qu'il savait que c'était la chose juste à faire. Les larmes ont commencé à se former dans mes yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. L'argent ne m'importe pas, monsieur Étienne. L'hôtel particulier ne m'importe pas. Les actions ne m'importent pas. La seule chose qui m'importe, c'est que votre père a su qui j'étais vraiment, et il m'a aimé pour ça. Étienne me regarda en silence. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas du mépris, c'était de la confusion. Comme s'il ne pouvait pas comprendre comment une simple employée pouvait avoir autant de dignité. Maintenant, si vous m'excusez, dis-je, j'ai des choses à faire. Les démarches de transfert commencent aujourd'hui. Étienne resta planté dans la porte pendant un moment. Puis, sans dire un mot, il se retourna et s'en alla. Ce fut la dernière fois qu'il me parla directement. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon. Le docteur Sébastien m'a aidé avec toutes les démarches légales, le transfert des actions, l'acte de propriété de l'hôtel particulier, les documents bancaires. Il m'a également présenté au directeur des supermarchés, des personnes compétentes qui avaient géré l'entreprise pendant des années. Sous la supervision de M. Pierre, ils m'ont expliqué que je n'avais rien à faire. Ils continueraient à travailler comme toujours, et je recevrais simplement les dividendes en tant qu'actionnaire majoritaire. Mais je ne voulais pas être une propriétaire absente. Je voulais honorer l'héritage de M. Pierre. Alors j'ai commencé à apprendre. À 69 ans, j'ai commencé à prendre des cours de gestion d'entreprise. J'ai commencé à assister aux réunions de directeurs. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'entreprise que M. Pierre avait construite. Ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Beaucoup de concepts me paraissaient abstrus. Beaucoup de nuits où je me sentais submergé et voulais abandonner.
Mais chaque fois que je pensais à jeter l'éponge, je me souvenais des paroles de Monsieur Pierre. Ta vie a de la valeur, ton travail a de la valeur, ton amour a de la valeur. Et je continuais d'avancer. 1 an après la lecture du Testament, beaucoup de choses avaient changé. Étienne avait tenté de contester le Testament, par tous les moyens. Il a engagé des notaires coûteux. Il a déposé des plaintes. Il a fait de fausses accusations sur ma prétendue manipulation de son père. Tout a échoué. Le testament était solide. Les psychiatres avaient certifié la lucidité de M. Pierre. Le document de 1995, que M. Pierre avait gardé dans son coffre-fort pendant 30 ans, prouvait que je lui avais réellement prêté l'argent. Étienne a perdu chaque affaire, et chaque affaire lui a coûté de l'argent. Au final, il a dépensé les 100 000 € que son père lui avait laissés, en honoraires de notaire. Il s'est retrouvé en faillite. Sa femme l'a quitté. Ses enfants ont eu honte de lui. La dernière fois que j'ai entendu parler d'Étienne, il travaillait comme vendeur dans un magasin d'électroménager, le fils du millionnaire, vendant des téléviseurs à la commission. Le karma, je suppose. Sophie n'a pas tenté de contester le testament. Elle était trop paresseuse pour ça. Mais les 100 000 € n'ont pas duré longtemps. Sans la pension de son père, elle ne savait pas comment survivre. Pour la première fois de sa vie, elle a dû travailler. Elle a trouvé un emploi comme réceptionniste, dans un cabinet médical. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais c'était toujours ça. La dernière fois que je l'ai vue, elle paraissait avoir 10 ans de plus. Les chirurgies plastiques et les soins de beauté étaient du passé. Maintenant, elle était juste une femme d'âge moyen, essayant de survivre. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en la voyant ainsi. Seulement de la tristesse. Des tristesses que M. Pierre n'ait pas pu enseigner à ses enfants. Ce qui compte réellement dans la vie, avant qu'il ne soit trop tard. Antoine a été celui qui a le plus mal fini. Ses dettes envers les usuriers l'ont finalement rattrapé. Sans l'argent de son père pour le protéger, il a dû fuir. Personne ne sait exactement où il est maintenant. Certains disent qu'il est parti dans un autre pays. D'autres disent qu'il a changé d'identité. D'autres disent des choses pires. Peu importe. Antoine a pris ses propres décisions. Et maintenant, il en vivait les conséquences. Quant à moi, j'ai fait exactement ce que M. Pierre m'avait suggéré dans sa lettre. J'ai utilisé une partie de l'argent pour transformer l'hôtel particulier en un foyer pour femmes de ménage retraitées. Je l'ai appelé la maison de Gisèle. C'était un endroit où les femmes comme moi, les femmes qui avaient travaillé toute leur vie au service des autres, pouvaient vivre avec dignité dans leurs dernières années. Chaque chambre avait son propre lit, son propre placard, sa propre fenêtre, avec vue sur le jardin. Il y avait des infirmières à temps plein. Il y avait des repas chauds, 3 fois par jour. Il y avait de la compagnie, de l'affection et du respect. Tout ce que je n'avais jamais eu quand j'étais jeune, tout ce que je pouvais maintenant donner aux autres. La première année, nous avons accueilli 32 femmes de ménage qui avaient été abandonnées par les familles qu'elles avaient servies. 32 femmes qui avaient maintenant un endroit à appeler chez soi. Je vivais aussi dans l'hôtel particulier, bien sûr, dans la chambre principale, qui avait été celle de M. Pierre. Je dormais dans son lit, entouré de ses livres, regardant la même vue qu'il avait regardée pendant des décennies. Parfois, la nuit, j'avais l'impression qu'il était encore là. Je pouvais entendre sa voix, chuchoter dans le vent. Je pouvais sentir sa présence, dans l'ombre. Et je savais qu'il était fier de moi. Fier de ce que j'avais construit. Fier de la femme que j'étais devenue. Si vous écoutez cette histoire,
je veux que vous sachiez quelque chose. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe combien d'argent vous avez ou n'avez pas, votre vie a de la valeur, votre travail a de la valeur, votre amour a de la valeur. Ne laissez jamais personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Ne laissez jamais personne vous traiter comme de la poussière. Ne laissez jamais personne vous voler votre dignité, parce que la dignité ne s'achète pas avec de l'argent. La dignité ne vient pas de l'éducation ou du statut social. La dignité vient de l'intérieur. Elle vient de savoir qui vous êtes. Elle vient de faire ce qui est juste, même quand personne ne vous regarde. Elle vient d'aimer les autres, sans rien attendre en retour. J'ai été femme de ménage. Pendant 45 ans, j'ai été ignorée, méprisée, traitée comme si j'étais invisible. Mais je n'ai jamais perdu ma dignité. Et à la fin, cette dignité a été récompensée. Et Djaba avec de l'argent. L'argent n'était qu'un bonus. La vraie récompense a été de savoir que quelqu'un m'avait vu, que quelqu'un m'avait aimé, que quelqu'un avait reconnu ma valeur. Quand le reste du monde m'ignorait, Monsieur Pierre a été cette personne, et bien qu'il ne soit plus physiquement dans ce monde, son amour reste vivant. Dans chaque lettre qu'il a écrite, dans chaque décision qu'il a prise, dans chaque femme qui vit maintenant à la maison de Gisèle, l'amour véritable ne meurt jamais, il se transforme et continue de toucher des vies longtemps après que la personne qui l'a donné soit partie. C'est la leçon que j'ai apprise en 45 ans de service. C'est la vérité que Monsieur Pierre m'a enseignée. Et c'est l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que si moi, une femme de ménage noire et forte de 69 ans, ai pu trouver l'amour, la dignité et un but dans cette vie, vous le pouvez aussi. Vous devez simplement croire que vous le méritez, parce que vous le méritez. Nous le méritons tous. Merci d'avoir écouté mon histoire et que Dieu vous bénisse, où que vous soyez.